Déjà, M. Vanasconi m'a présenté. Et mon exposé porte sur l'influence des architectes européens et des agences américaines dans l'époque le plus important des constructions des bâtiments de bureaux à Bogota. Et quantitativement, mais aussi au niveau de la qualité architecturale. Et en faisant un tour d'horizon dans la première partie, voilà la première partie. Ce que je veux vous montrer, c'est un panorama général qui vous permettra de vous faire une idée de la ville où je viens, et je vous expliquerai ensuite les liens avec les professionnels venus d'ailleurs, et je finirai en vous montrant les images de 8 projets iconiques dans l'architecture des bureaux de la capitale de mon pays. Voilà d'abord. Et pour mieux comprendre le sujet, il faut tenir en compte certaines dates et événements qui, entre 1930 et 1970, ont marqué profondément l'histoire de Bogota, de l'architecture colombienne. Voilà, on trouve d'abord la création de la première société colombienne d'architectes. Et c'est aussi le début de la construction de la cité universitaire, le premier campus construit dans une grande ville latino-américaine. Et après, c'est la création de la première école d'architecture. Et les premiers diplômés sont sortis en 1941. Et après, certains travaux d'importance au niveau urbanistique qui ont été faits lors de la célébration du centenaire de la fondation de Bogota. Et après, on trouve dans les années suivantes, les 2 décennies suivantes, et la création de la première revue d'architecture colombienne, PROA. Et après, je vous montrerai la destruction partielle du centre historique dans un événement qui s'appelle El Bogotazo. Et après, on trouve les plans directeurs et les plans régulateurs. Là, je vais vous montrer le rôle de Le Corbusier. Et finalement, la création du district spécial de Bogota, le district spécial. Et c'était plutôt la création d'une sorte déjà d'agglomération avec les villages qui entourent la capitale. Finalement, on trouve des événements assez remarquables comme l'élection d'un architecte, le seul architecte qui a été élu maire de Bogota, qui a fait beaucoup de ouvrages au niveau de l'urbanisme. Et après, la première biennale d'architecture colombienne. Et finalement, c'est l'époque on trouve l'époque des gratte-ciel à Bogota, et je vous montrerai aussi les projets. Je vais passer ça après. Et on trouve le contexte, c'est justement la création, grâce à l'initiative du président de la République, de nombreuses institutions publiques, et dans le but de moderniser l'espace urbain de la capitale et aussi des principaux chefs-lieux, étant donné que la modernisation physique de la ville était aperçue comme une priorité. L'éducation a alors occupé une place fondamentale dans les programmes de travail du gouvernement, et le début de la construction du premier grand campus latino-américain a été le résultat de toutes ces politiques. Les projets urbains et les bâtiments de la cité universitaire ont été réalisés exclusivement par architectes européens, invités pour le gouvernement national, dont la plupart sont restés en Colombie et ont formé les premières générations d'architectes diplômés au sein de l'école d'architecture créée en 1936. Après, on trouve les émeutes de Bogotazo, et c'était à la fin de cette décennie, suivi à l'assassinat du candidat présidentiel de gauche. Le centre-ville de la capitale a été profondément endommagé et plusieurs édifications de l'époque coloniale et républicaine ont été incendiées et saccagées, dont certains ont dû être finalement démolis. La perte des exemples de l'architecture des siècles précédents ont laissé pourtant un espace que les architectes allaient profiter pour intervenir le centre-ville, en essayant de lui donner une image plus moderne. Et là, on voit... Parce que, vous voyez, c'était surtout des édifications d'une hauteur très bas. Donc après, ce sont les espaces que les bâtiments de bureaux vont occuper.
et sur l'intérieur. Vous voyez, c'est une image des milieux des années 30 et on voit que la cité était en train de se développer, de s'étendre sur la savane. Et tout ça, c'est la cité universitaire. Et voilà. Bon, et après on trouve la figure de Le Corbusier, et invité initialement par le ministre colombien des Affaires étrangères, Le Corbusier est arrivé pour la première fois à Bogota en juin 1947, donnant 2 conférences au Théâtre Colón, le grand théâtre de la capitale. Et cet événement, on attirait amplement l'attention des architectes et aussi des jeunes étudiants d'architecture, qui ont reçu la deuxième visite à Le Corbusier, en criant « Aval l'Académie, vive Le Corbusier ». Et là, on trouve dans les images, c'est Le Corbusier avec le maire qui a proposé la formulation du plan directeur. Et après, ici, Le Corbusier dans la cité universitaire avec les étudiants qui, dans les décennies précédentes, vont être les grands architectes colombiens du XXe siècle, dont Fernando Martínez, et ici on trouve Rogelio Salmona, qui est un peu plus connu ici en France parce qu'il est né à Paris, il a travaillé dans l'atelier de Le Corbusier. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et ici on trouve déjà les images avec l'architecte Wiener, ici avec Le Corbusier avec Wiener et avec José Luis Serre, l'architecte espagnol, qui vont faire après les plans directeurs. Là, on trouve cette phrase je connais votre ville comme si j'y étais né. Bogota, c'est un peu une ville Corbu. Corbu est un peu bogotien. Cette phrase écrite par Le Corbusier dans une lettre à la personne qui avait favorisé son arrivée à Bogota pourrait être prise comme une simple anecdote de la passion de Le Corbusier face à ce projet. Elle représente pourtant une vérité que l'architecture de bureau va démontrer notamment dans la décennie suivante. Et après le succès des conférences, et vu que les idées de l'architecte suisse étaient reçues avec enthousiasme par la plupart des architectes et urbanistes exerçant leur métier en Colombie, le maire de Bogota a contacté Le Corbusier en lui proposant de formuler un plan d'urbanisation de la ville qui était, à vrai dire, à mi-chemin entre un grand village et une petite ville, et abritant à l'époque environ 500 000 habitants. Finalement, un contrat a été signé en 1949 avec Le Corbusier en tant qu'architecte consultant, et les contrats comportaient 3 parties distinctes. Et la première, selon laquelle Le Corbusier était chargé d'établir les plans piloto en espagnol, le plan directeur. Puis la deuxième, dont l'architecte espagnol Josep Luis Serre, président des SIAM à l'époque, du Congrès international d'architecture, et son associé, l'architecte américain né en Allemagne, Paul Lester Wiener, constituant l'agence Tom Planning Associates, devrait exécuter le plan régulateur, c'est-à-dire la mise en pratique du plan directeur dans les conditions locales précises. Enfin, on devrait créer le bureau du plan régulateur de Bogota, constituant la permanence des travaux d'urbanisme dans la ville. Et lors du plan directeur, on trouve les centres civiques. Là, on trouve l'importance de le projet de Le Corbusier, l'influence sur les générations qui vont venir, d'architectes qui vont venir construire la ville dès les années 1950. Et l'équipe construite par Le Corbusier Vinaliser s'est retrouvée à plusieurs reprises à Bogota, et la dernière réunion a eu lieu en 1951, ayant pour objet la mise au point du centre civique, qui en ce temps devait être suivi d'exécution immédiate. Néanmoins, les incidences politiques, les Bogotazo, ont empêché l'exécution du centre civique, lequel aurait dû abriter tous les bâtiments des bureaux des principales institutions politiques, économiques et culturelles de la nation, en se concentrant dans les centres-villes, et présentait en tout cas une importante quantité de logements, à l'instar des unités d'habitation.
Là, on voit dans les plans, et sur cette avenue, qui c'est la plus importante du centre, on trouverait tous les bâtiments de bureaux. Et après, ce sont les logements proposés par les Corbusier. Mais ici, on trouverait tous les bureaux des institutions nationales. Et bon, ce sont des images des maquettes du plan directeur. Bon, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer rapidement et comment, après ce que je viens de vous montrer, l'influence des agences américaines vont déplacer, en tout cas, l'influence qui, dans les années 30 et au début du siècle, ont eu plutôt les architectes européens. Et on trouve que les architectes européens ont influencé les idées des architectes qui ont construit en Colombie pendant les premières 3 décennies. Mais après, dans l'après-guerre, on va trouver plutôt l'influence des architectes américains, et notamment dans la conformation des agences d'architecture avec les architectes colombiens et aussi des ingénieurs. Mais là, il y aura un rôle fondamental des ingénieurs européens. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, on trouve, d'une partie, les architectes européens, la plupart d'entre eux se sont installés lors de la création de la première école d'architecture. Et dont Karl Brunner, il était un architecte autrichien qui a fait le plus important œuvre en Colombie, c'était la cité universitaire et plusieurs des bâtiments qui ont conformé l'université. Et après, on trouve Leopold Rother aussi, qui a fait des études à Berlin, et Vicente Nasi et Bruno Violi d'origine italienne. Et finalement, on trouve un ingénieur, Domenico Parma, qui a été, jusqu'à sa mort, et a été le plus important ingénieur qui a travaillé aux côtés des architectes colombiens dans la construction des bâtiments de bureaux. Et presque tous les grands bâtiments, les grandes tours de bureaux, on était au niveau de la structure, on était consulté, on comptait avec la consultation de Domenico Parma. D'autre part, on trouve les rôles des agences américaines, dont les plus importants sont les 3 agences que vous voyez. Olavi Road et Fred Tilley and Company, ils sont connus surtout pour la construction de la Chrysler Building. Et après, Skidmore, Owens and Merrill, et qui est arrivé lors de la dictature en Colombie, la seule dictature qu'il y a eu pendant le XXe siècle, et ils ont été commandés pour développer les centres nationaux des ministères. Et au niveau des architectes colombiens qui ont construit des bâtiments de bureaux, on trouve surtout qu'ils ont travaillé dans l'atelier de Le Corbusier, dont Herman Samper, Rogelio Salmona et Reinaldo Valencia. Et après, il y a certains qui ont aussi fait les études en Europe. Et dans les agences d'architecture, les plus importants en Colombie, on trouve qu'ils ont fait plutôt les études aux États-Unis. Et après, ils sont conformés des agences et avec la participation des ingénieurs aussi. Et le plus important, c'était l'italien Domenico Parma. Et on trouve alors c'était l'époque de construction des grands équipements. Et je vous montre ça parce que c'est le contexte. C'était vraiment une ville qui passait d'être un village important dans le pays à être une grande métropole. Donc on trouve là
On trouve là les stades, la construction de l'estade en 1950. Et on trouve la construction de l'hippodrome et de l'aéroport international et du premier grand ensemble suivant tous les idées répandues par Le Corbusier. Et, bon. Et finalement, je vais vous montrer 8 projets. Et avant, je vais vous expliquer une chose importante. Entre 1940 et 1960, les architectes colombiens se sont retrouvés face à une typologie moderne, devenue rapidement un champ d'expérimentation technique et d'architecture intérieure unique et qui a eu son âge d'or à Bogota pendant les années 50. C'était l'édifice Aburró. Cette typologie est apparue en Colombie dans le contexte de modernisation de l'État, de bouleversement des mentalités et de mort de la société, de croissance démographique accélérée et en conséquence au milieu d'un processus de transformation de la structure de l'espace urbain et de diversification de l'architecture existante. Et on trouve que les sièges des entreprises nationales et étrangères ainsi que les bâtiments destinés à abriter les services administratifs des institutions nationales et municipales ont été les principaux bâtiments ayant changé le skyline de la capitale. Du fait, l'un des grands problèmes des années 1960 et 1970 à Bogota a été la disparition du logement de qualité dans les centres-villes, dans un processus qui a littéralement bourré des bureaux, favorisant la construction et l'aménagement de toutes sortes de petits cabinets et de petits bureaux. La qualité et le niveau d'innovation de l'architecture et des espaces intérieurs de la plupart de ces projets, se situant aux alentours du centre historique de Bogota, les ont permis d'être considérés plus tard comme les chefs d'œuvre des plus importantes agences d'architecture colombiennes de l'époque, et voire aujourd'hui, plusieurs parmi eux sont classés comme biens d'intérêt culturel et patrimoine architectural de la nation. Il faut citer par exemple le cas du bâtiment d'Ecopetrol que je vais vous montrer tout à l'heure. Et c'est encore la siège de la Compagnie nationale d'exploitation du pétrole, ayant obtenu le prix de la première biennale d'architecture colombienne en 1962, c'est-à-dire quelques années après sa construction. Donc, bon, je vais vous montrer les exemples. Ce sont notamment un ensemble urbain qui a été dessiné pour l'agence Skidmore, Owings & Merrill, mais qui s'était pas finalement construit parce que le gouvernement a décidé de changer tous les schémas et aujourd'hui on voit un projet totalement différent. Et les entreprises privées et les institutions publiques qui étaient plutôt des banques, mais bon. Alors, initialement, c'est dans les centres-villes, c'est le siège du Banque de la République, les banques nationales, et c'est le siège de plus important quotidien national, qui s'appelle El Tiempo. Donc, on voit ici dans l'image, c'était l'idée de moderniser l'image de la ville, à la fois qu'on modernisait les institutions. Donc, l'architecture était tout d'abord une architecture qui vraiment rompait la tradition qui se trouvait dans les types d'architecture coloniale et républicain qu'il y avait dans les centres-villes. Et dans ces cas, on trouve que c'est un œuvre des architectes colombiens. Mais ce qui est important ici de montrer, c'est d'une partie, et dans l'endroit qu'occupe aujourd'hui le siège du Banque de la République, c'était d'abord le lieu où on trouvait les plus importants hôtels bogotans d'architecture française, qui a été démoli pour donner lieu au bâtiment. C'était bien sûr un grand débat parce que déjà plusieurs architectes s'est préoccupé pour la conservation du patrimoine dans la capitale.
Et d'autre partie, c'est les contrastes avec les nouveaux bâtiments et l'ancien siège du Banque de la République. Et c'est ça une photo de l'époque. Et aujourd'hui, c'est encore comme ça. C'est un monument national. C'était construit par un architecte anglais, Robert Farrington. Et la construction a été, le projet s'était dessiné par Farrington et la construction a été faite par l'agence nord-américaine. Et après, on trouve l'édificio El Tiempo. C'est un œuvre de Bruno Violi. C'est aussi un monument national aujourd'hui, un bien d'intérêt culturel. Et ça montre déjà une première modernité, comme on l'appelle en Colombie, quant à la distribution des bureaux. Même si on trouve encore dans la façade des éléments trop néoclassiques, et c'est un des ouvrages emblématiques de l'époque. Après, aussi dans les centres-villes, on trouve l'édifice Banco de Bogotá, et c'est le plus important qui a été construit à l'instar du bâtiment Level, construit par Skidmore, Winston Merrill aux États-Unis. Et on voit là que même si les dessins a été fait par Lancet, Tapinson et compagnie, et la construction a été faite justement pour l'agence nord-américaine Skidmore, Winston Merrill. Et c'était aussi le siège d'une banque privée nationale. On voit ici l'impact que la construction avait, parce que même s'il y avait déjà certains bâtiments en autour qui étaient construits dans les centres, et ça rompait avec tout l'ordonnement qu'il y avait jusqu'à là. Et les exemples suivants ont été construits hors du centre-ville. C'était déjà dans la partie nord de la capitale, en direction où s'est développée la ville postérieurement. Donc, on trouve l'édifice Ecopetrol. C'est le siège de la compagnie pétrolière nationale. C'est encore aujourd'hui le siège, et c'est aussi un bien d'intérêt culturel. C'est les bâtiments que je vous disais tout à l'heure a été nommé comme le premier bâtiment remportant le prix de la Biennale d'architecture. On trouve là des caractéristiques assez différentes à ce qu'on pouvait trouver dans les centres-villes, et étant donné que la construction était isolée dans toutes les façades, et ce qui était difficile dans les centres-villes, et il y avait un développement de certaines caractéristiques qui favorisaient vraiment les dessins des bureaux. Ce sont des vues aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est encore le siège de la compagnie. Et près de là, on trouve l'édifice Pan American Life Insurance Company. C'était un concours ouvert. Et l'architecte qui a remporté le concours, c'était Herman Samper, l'un des architectes Et ici, j'avais oublié l'édifice Ecopetrol. C'était construit par l'agence Cuellar Serrano Gómez, l'agence colombienne. Mais à nouveau, l'ingénieur Domenico Parma était l'ingénieur qui a dessiné et fait la structure. Après, l'édifice Pan American Life, c'était fait par Herman Samper, qui a travaillé dans l'atelier de Le Corbusier, et l'ingénieur encore Domenico Parma. L'édifice possède les mêmes caractéristiques au niveau urbain qui a l'édifice d'Ecopetrol. Puis, c'est le plan qui montre l'aspect général du projet qui a fait Skidmore, Winston Merrill pour les centres administratifs officiels, et qui devrait être le siège des ministères et des institutions nationales.
Et comme je vous disais aussi, la dictature à la fin des années 50 a décidé de changer tous les schémas. C'est aujourd'hui le panorama général, c'est ça. Alors c'est désordonné, même il vient d'être fait un concours qui a remporté une agence colombienne qui va travailler avec Rem Koolhaas, le bureau de New York de Rem Koolhaas, pour renouveler toute la zone. Et finalement, on trouve les exemples, même si c'est déjà à la fin des années 60, on trouve les gratte-ciel. C'est la tour, l'édificio Bianca, c'est la grande tour qui a été construite à l'époque. C'était le siège de la principale compagnie aérienne et aussi ils sont vendus des bureaux. Et c'était fait pour une agence colombienne et à nouveau on trouve la figure de Domenico Parma. Et lors d'un incendie, même c'était une tragédie au niveau des pertes humaines, mais la structure a démontré, et ça a été amplement loué aux États-Unis dans des congrès internationaux des ingénieurs et tout, que c'était la précision avec laquelle a été calculée la structure qui a évité de tomber la structure. Et finalement, on trouve l'édifice Masuera, qui devait être la tour le gratte-ciel le plus haut d'Amérique latine. Et encore Herman Samper, qui a travaillé avec Le Corbusier, et une autre agence colombienne. Et on voit déjà une évolution c'était l'époque d'une crise économique en Colombie, donc ça a empêché de construire la tour. Voilà. Et merci.